Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va décortiquer un mécanisme absolument fascinant de notre cerveau, les biais cognitifs. Alors attention, il ne s'agit pas du tout de défauts de fabrication, non, ce sont plutôt des stratégies, des raccourcis que notre esprit a mis au point au fil de l'évolution pour traiter une masse d'informations tout simplement gigantesque. Plongeons-nous ensemble dans cette anatomie de notre pensée. Alors, on en vient vite à se poser la question, et elle est assez directe, est-ce que notre propre cerveau, notre outil le plus précieux, est en fait un instrument qui nous joue des tours, qui nous induit en erreur? En réalité, la réponse est un peu plus subtile. Non, le cerveau ne cherche pas à nous tromper, il cherche à être efficace. Pour décider vite, pour survivre, il a créé de véritables autoroutes neuronales. Le problème, c'est que quand on est sur l'autoroute, parfois on rate la petite sortie qui était importante. Commençons donc avec une première grande famille, les biais qui déforment la manière dont on perçoit le monde et dont on se souvient des choses. Pensez à eux comme des filtres invisibles qui colorent notre quotidien. Le premier que nous allons voir, c'est le biais de récence. Le principe est très simple. Ce qui est nouveau est toujours plus marquant. Notre cerveau est en quelque sorte programmé pour donner la priorité à l'information la plus fraîche, même si elle est bien moins représentative que des données plus anciennes. Prenez un investisseur. S'il voit que la bourse a grimpé pendant 3 jours, il pourrait être tenté de croire que tout va bien en oubliant complètement les grands cycles économiques qui se jouent sur des décennies. C'est une sorte de vision en tunnel, focalisée sur l'immédiat. Et ça peut mener à des jugements bien trop rapides. On enchaîne avec un grand classique, le biais de rétrospective. Une fois qu'on connaît le résultat d'un événement, notre esprit est un expert pour réécrire toute l'histoire et nous faire croire que, franchement, c'était évident depuis le début. Ah, cette phrase, elle résume tout, n'est-ce pas? Après le résultat d'une élection, d'un match, ou même la confirmation d'un diagnostic médical, il y a toujours cette petite voix qui nous souffle, bien sûr, c'est décoré d'avance. Alors qu'en réalité, c'est juste une illusion de clarté qu'on fabrique après coup. Il faut savoir que notre cerveau est une machine incroyable pour trouver des schémas et des motifs partout, parfois même un peu trop incroyables. L'illusion de corrélation, c'est justement cette tendance à relier des points qui n'ont rien à voir un lien de cause à effet là où il n'y a qu'une simple coïncidence. L'exemple des chaussettes porte-bonheur, ça peut faire sourire, c'est vrai. Mais ça illustre parfaitement ce mécanisme. On associe deux événements qui arrivent en même temps, je porte ces chaussettes, mon équipe gagne, et on en déduit, à tort bien sûr, une relation de cause à effet. C'est la base de plein de superstitions. Allez, on passe maintenant à une catégorie de biais un peu plus intime, ce qui touche à la perception qu'on a de nous-mêmes, de nos propres compétences et de notre vulnérabilité face aux dangers du monde. Celui-ci, on peut le voir comme un véritable bouclier pour notre ego. Il nous aide à garder une bonne estime de nous-mêmes en s'appropriant tout ce qui est positif et en rejetant la faute du négatif sur l'extérieur. La différence de traitement est flagrante. Si on réussit un examen, c'est normal, je suis doué, j'ai bien travaillé. Si on échoue, franchement, les questions étaient tordues, l'examinateur était injuste. On voit bien cette asymétrie fondamentale dans notre façon d'analyser nos propres performances. Explorons maintenant le biais d'optimisme. C'est cette petite conviction, souvent inconsciente, que les accidents, les maladies, les coups durs, c'est pour les autres. On a tendance à se voir comme étant un peu plus chanceux que la moyenne. Le cas du fumeur est particulièrement parlant. Il sait, statistiquement, que fumer est extrêmement dangereux. Mais au fond de lui, il peut y avoir cette conviction que, personnellement, il passera à travers les mailles du filet. C'est une sorte de déni des statistiques à l'échelle individuelle. On aborde la dernière section de notre analyse. Ici, on va se concentrer sur les biais qui influencent directement nos choix, nos engagements et même notre résistance au changement. Ce sont vraiment les rouages cachés de nos décisions. Ce biais-là, il est vraiment ancré dans notre haine de la perte. L'idée d'avoir investi du temps, de l'argent ou de l'énergie pour rien nous est tellement insupportable que, plutôt que de limiter la casse, on continue de s'enfoncer dans un projet qui ne marche pas. C'est une escalade complètement irrationnelle. Imaginez la scène. On est au cinéma. L'argent du billet, il était pensé, on ne le reverra jamais. Le film commence et c'est une catastrophe. Logiquement, la meilleure chose à faire serait de partir, pour au moins ne pas perdre son temps en plus de son argent. Mais non, le biais nous pousse à rester, pour rentabiliser une dépense qui est déjà perdue. Passons maintenant à l'effet de cadrage. Ici, on peut dire que tout est dans la présentation. Une information factuellement identique peut déclencher des réactions totalement opposées, simplement selon la façon dont elle est formulée. Regardez cet exemple tout simple. Un yaourt 90% sans matière grasse, ça sonne super sain, positif. Le même yaourt, étiqueté 10% de matière grasse, sonne tout de suite beaucoup plus riche, presque négatif. Pourtant, c'est exactement la même chose mathématiquement. La forme l'emporte sur le fond. Et voici le fameux biais du statu quo. Changer, ça demande un effort. Ça comporte aussi un risque, même s'il est minime.
Du coup, notre cerveau, par défaut, va souvent préférer l'option « on ne fait rien » parce qu'il considère la situation actuelle comme une base de référence, une valeur sûre. Un exemple que tout le monde connaît, l'abonnement téléphonique. On sait très bien qu'on pourrait trouver moins cher ailleurs, peut-être pour un meilleur service, mais l'idée de devoir comparer les offres, résilier, s'inscrire à nouveau, ça semble une montagne. Et la force de l'inertie finit par l'emporter sur la décision la plus rationnelle. Nous voilà au terme de cette exploration. Alors, au bout du compte, quelle est la chose la plus importante à retenir de cette plongée dans les raccourcis de notre esprit? L'antidote, en un mot, c'est la conscience. Il faut vraiment retenir que ces biais sont des automatismes, ce ne sont pas des faiblesses. Le simple fait de les connaître, de savoir les nommer quand on les voit à l'œuvre, c'est déjà la toute première étape et la plus cruciale pour s'en affranchir et avoir un jugement plus clair. En définitive, comprendre le câblage de notre propre esprit, ce n'est pas juste pour la culture générale. C'est sans doute l'outil le plus puissant dont on dispose pour naviguer dans ce monde si complexe. C'est ce qui nous permet de passer d'une réaction purement automatique à une réflexion choisie, délibérée. C'est tout simplement le fondement de l'esprit critique.